ça, ben, je faisais des algorithmes de navigation sur des cartes routières, et on appelait ça l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, si je vous dis que Google Maps, Waze ou je sais pas quoi, c'est l'IA, vous allez me dire, bah non, c'est Google Maps, ça a un nom, c'est plus l'IA. Autre point que je trouve extrêmement important pour définir ce que c'est que l'intelligence artificielle, c'est qu'il faut prendre en compte le fait que c'est une discipline scientifique, certes, mais qui s'enracine ou qui s'inspire, je ne sais pas, on peut le dire comme on veut, de très nombreuses autres disciplines scientifiques. Alors évidemment, les mathématiques, en premier lieu, l'informatique pour l'exécution, c'est super important, mais aussi les neurosciences pour l'inspiration, on en parlera tout à l'heure, sur les mécanismes de pensée, qu'est-ce que le raisonnement, qu'est-ce que le langage, comment on représente des connaissances, comment on représente un problème, comment on perçoit le monde qui nous entoure, comment on construit des séquences d'action, enfin j'en passe les meilleurs. La philosophie, évidemment, et plus ça va et plus on devrait injecter de la philo dans tout ce qu'on fait, les sciences cognitives, le langage, etc. etc. Et c'est important, parce que si on continue à penser que l'intelligence artificielle c'est une discipline pour les informaticiens, hommes blancs de 40 ans, on va droit dans le mur. Et c'est vraiment important d'aller solliciter des connaissances, du recul, de l'expertise, du savoir-faire chez tout le monde, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, pour faire une IA la plus inclusive possible. Enfin, des IA, parce qu'il n'y a pas une IA. Donc, on va faire une petite histoire de l'intelligence artificielle, parce que tout à l'heure on en parlait justement. L'informatique a bouleversé nos vies, comme vous dites, il n'y a pas si longtemps. J'aime bien poser cette question. Bon, il y a un peu la réponse sur le slide, mais pour vous, c'est quoi la date de naissance de l'intelligence artificielle? C'est l'écriture. Pardon? L'écriture. L'écriture. Si vous lisez le premier article que vous trouvez sur Internet sur l'intelligence artificielle, et que cet article est bien documenté, on vous dira 1956. Okay. J'ai deux slides sur l'histoire. J'ai avant 1950 et après 1950. Pourquoi? Parce qu'en fait, la question de est-ce qu'on peut faire des machines qui pensent, les humains n'ont pas attendu 1956 pour se la poser. J'aime beaucoup passer un temps considérable sur ce slide. En fait, cette idée de se dire est-ce que l'intelligence c'est le propre de l'humain, cette question de est-ce que l'intelligence c'est le propre de l'humain, ça a toujours intrigué les penseurs. On voit déjà des traces en Égypte où pour rentrer dans certains tombeaux, il y avait des machines, des automates. Donc là, on a déjà commencé à séparer la partie machine de la partie raisonnement. Il y avait des machines qui exposaient des problèmes, un peu comme des casse-têtes, c'est comme si c'était des Rubik's Cube. Et l'humain, face à la machine, devait être capable de battre la machine, donc d'être plus intelligent dans la mécanique de résolution de problèmes pour pouvoir pénétrer dans le tombeau. C'est quand même des premiers indices de se dire est-ce qu'on peut implémenter, est-ce qu'on peut enfermer une forme d'intelligence dans une machine? Alors, depuis la Grèce antique, l'Égypte antique, pardon. Et là, on va dire sur toute cette période préhistorique au regard de l'intelligence artificielle, on va distinguer deux courants. Le courant des gens qui s'intéressent à la question de est-ce qu'on peut globalement mécaniser la pensée, c'est-à-dire est-ce qu'on peut trouver un moyen d'écrire le raisonnement, parce que si on peut mécaniser la pensée, alors il n'y a plus qu'à fabriquer la machine qui va être capable d'appliquer cette mécanique et donc de penser par elle-même. Et puis il y a un autre courant parallèle qui dit est-ce qu'on peut faire des machines capables de résoudre des problèmes. Alors je vous ai mis plein d'exemples, c'est pas exhaustif, hein, je pourrais faire 4 heures sur l'histoire de l'intelligence artificielle. Dans la mécanisation de la pensée, évidemment, il y a Aristote, je vous prépare un dessin, et puis on parlera plus tard. Dans la mécanisation de la résolution du problème, il y a la pascaline, par exemple. Donc là, je vous l'ai mis au-dessus de ma tête, quelque part. Donc en 1652, la pascaline. Vous connaissez tous, évidemment. Face à un public, il n'y a pas besoin d'expliquer qui était Pascal. C'est fabuleux. Alors la pascaline, c'est intéressant parce que c'est une machine. Il y a plein de gens qui vous diront que c'est l'ancêtre de l'ordinateur. C'est une machine qui est capable de résoudre des problèmes puisqu'elle est capable de faire des additions, des soustractions, des opérations mathématiques relativement rudimentaires. Enfin, pas que, parce qu'elle est aussi capable de gérer les retenues. C'est quand même un peu chouette. Il lui manque un truc pour pouvoir résoudre des problèmes plus compliqués.
est-ce que vous savez ce que c'est que ce truc? Il lui manque la notion de mémoire. Le fait de pouvoir retenir. Alors vous allez dire, ouais, mais il y a la retenue. Alors la retenue, c'est bien, mais ce serait bien de penser 2 ou 3 coups après. Et il y a ce problème de pouvoir décider de retenir un résultat, de lui donner un petit nom, puis de le rappeler plus tard. Et en fait, on va voir que ça prend un certain temps avant de faire des machines qui sont capables d'avoir cette notion de mémoire. On avance un petit peu dans l'histoire en parallèle de la pascaline. On s'intéresse toujours aux machines. J'aime beaucoup donner l'exemple du canard de Vaucanson. Vaucanson, Grenoblois, je crois. Il faudrait que je vérifie, que je lui ai oublié. Alors lui, c'était un anti-clérical absolu. Et il avait décidé qu'en fait, nous, les humains, on n'était que des machines. Okay. Le seul problème, c'est qu'il n'avait pas la technologie suffisamment fine pour pouvoir décortiquer un humain et le reproduire au détail près. Donc il s'est dit, je vais m'attaquer à un problème plus simple, je vais faire un canard, c'est plus petit, ça va plus vite. Donc il a fait un canard mécanique et qui présentait à qui voulait bien le regarder en disant, mais voyez, regardez mon canard, je peux lui donner à manger. Et il fait caca, voilà, je plaisante pas, parce qu'en fait, c'est un broyeur qui compactait ce qu'on lui donnait à manger. Il disait, bon bah voilà, globalement, j'ai fait la preuve de concept, il n'y a plus qu'à creuser un peu le sujet, mais un jour on arrivera à faire des humains artificiels, puisque j'ai fait un canard artificiel. Il faisait même point, quoi. Mais on voit quand même l'idée derrière de se dire, peut-être qu'un jour on fera des machines qui sont capables de faire la même chose que les humains. Autre exemple que j'aime beaucoup, 1770, on l'appelle le Mechanical Turk. Avez-vous déjà entendu parler du Mechanical Turk? Non? C'est un joueur d'échecs. Oui, tout à fait. C'est un joueur d'échecs. Donc en fait, c'était un automate, comme vous pouvez en voir dans certains musées, qui était capable de jouer aux échecs, mais ce qui était complètement dingue, c'est qu'il était capable de jouer aux échecs contre un vrai humain, et qu'il avait le mauvais goût de gagner à chaque fois. Donc les propriétaires du Mechanical Turk passaient leur temps à faire le tour de l'Europe, fréquentaient toutes les cours royales de l'époque, et puis laminaient tout le monde aux échecs, bien gentiment. Alors c'était un peu intriguant parce que se faire battre par un très bon joueur d'échecs, bon, c'est désagréable, mais c'est humain, on comprend, et se faire battre par une machine, c'est ennuyeux. Bon, en fait, c'est une fraude, clairement. Alors, l'intention de la fraude est intéressante, hein, c'est l'idée de dire on va faire des machines qui sont capables de faire des trucs que les humains sont capables de faire aussi. Mais c'est une fraude, hein, tout simplement. La base du Mechanical Turk, c'était une boîte avec un faux fond. Dans la boîte, il y avait une personne très très douée aux échecs et de petite taille qui jouait tout simplement en négatif avec un système d'aimant. Personne n'était suffisamment malin pour s'en rendre compte, c'est leur problème. Ce qui est assez drôle, on y reviendra par la suite, c'est que le Mechanical Turk, c'est le nom que Amazon a choisi pour baptiser son système d'annotation d'images et de données qui est actuellement utilisé par des humains, donc qui labellise ce qu'on appelle labellise des données pour entraîner des intelligences artificielles. On reviendra sur cette idée de labellisation tout à l'heure, on parlera du Mechanical Turk. Personnellement, je trouve que l'ironie est profonde. On avance. Je vous ai présenté ensuite le métier Jacquard. Alors, le métier Jacquard, c'est la première machine, Cocorico d'ailleurs, c'est la première machine connue, programmable. Programmable, pourquoi? Parce que, alors, je vous vois hocher la tête, je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce qu'est le métier Jacquard, mais on pouvait donc écrire des programmes en faisant des trous. L'ancêtre de l'informatique, c'est la carte perforée. Et ensuite, le métier Jacquard était capable d'automatiser le tissage et donc de faire des motifs parfois extrêmement compliqués en lisant le programme. C'est super bien, c'est répétable. C'est fabuleux. Voilà. Le métier Jacquard a donné naissance, indirectement, mais a été une très très forte source d'inspiration à la machine qu'on voit après. Alors, est-ce que quelqu'un connaît le nom de cette Babbage. La machine de Babbage. La machine de Babbage, c'est un métier Jacquard, sauf qu'au lieu de tisser des fils, elle résout du calcul différentiel. Même moi, je ne sais pas faire. Je ne sais plus faire. Ok? C'est intéressant parce que Babbage, il a fait une machine, il a dit en fait, Babbage, il a fait la pascaline pour le calcul différentiel. Une fois qu'il a eu fait ça, il s'est dit, bon, bah, c'est super, ça marche, mais comment je la programme maintenant? Il ne savait pas le faire. La petite dame qu'on voit
sur cette image, c'est Ada Lovelace. Ada Lovelace, c'était une scientifique qui parlait couramment français et anglais et qui a été capable de traduire pour Babbage tout un tas d'articles mathématiques écrits en français, notamment expliquant comment on pouvait programmer la résolution de calcul différentiel. Et Ada Lovelace, mesdames Cocorico, a inventé le premier langage de programmation. Dans l'histoire de l'informatique, on n'en parle pas souvent, mais c'est quelqu'un d'absolument formidable. Ok, on va continuer à lancer un peu dans l'histoire. Je vous ai dit, hein, j'ai 2 slides, avant 1950, après 1950. Dites-moi que vous savez qui est Alan Turing. Merci, c'est quand même formidable. Donc Alan Turing, il est connu pour plein de choses. Pourquoi vous le connaissez? Voilà. Souvent, la première chose qu'on dit, c'est parce qu'il a écrit et conçu l'ordinateur, parce que c'est littéralement un ordinateur, qui a permis de décoder Enigma. Ok? Mais Turing, c'est aussi, pour moi et pour de très nombreux scientifiques, le véritable père fondateur de l'intelligence artificielle. Il n'a jamais vraiment parlé d'intelligence artificielle, mais il a quand même écrit un article dans une revue de psychologie qui s'appelle Mind, qui s'appelle Can Computers Think? Et il s'est posé la question suivante, est-ce que les ordinateurs peuvent penser? Et ce qui est quand même assez fabuleux, c'est qu'à l'époque où il écrit l'article, les ordinateurs, ça n'existe pas. Bah, c'est pas grave, parce qu'il les invente du coup. En disant, voilà, moi, je vais proposer une machine théorique, hein, qu'on appelle la machine de Turing. Alors attention, c'est important parce que si vous avez une connaissance générale de Turing, en général, on confond. L'ordinateur, enfin le supercalculateur qui a décodé et qui a contribué à décoder Enigma, ce n'est pas la machine de Turing. La machine de Turing, c'est une machine virtuelle, au sens, c'est une expérience de pensée dans laquelle il dit, je caricature exprès pour votre compréhension, si je prends la pascaline et que je lui ajoute de la mémoire, je peux résoudre tous les problèmes calculables de l'univers. C'est la version simplifiée de l'explication de la machine de Turing. En fait, il dit tout ce qu'il faut pour résoudre des problèmes calculables, c'est une mémoire, la capacité d'aller et de revenir sur la mémoire et de faire des opérations et d'écrire le résultat des opérations dans les cases. Ok? Donc Turing, non seulement il dit, bon, j'ai aucun doute sur le fait qu'on va faire des ordinateurs, et les appelle les computers, les machines à calculer, et j'ai aucun doute que si on arrive à faire des ordinateurs, tous les problèmes calculables de l'univers seront solvables par ces ordinateurs. En revanche, la question à laquelle il ne répond pas, et c'est pour ça qu'il écrit l'article, c'est est-ce que tous les problèmes de l'univers sont modélisables comme n'importe quel problème mathématique? Et ça, on n'a toujours pas la réponse aujourd'hui, évidemment. Et donc c'est intéressant. Donc pour moi, Turing, qui est malheureusement décédé bien trop tôt, est le père fondateur de l'intelligence artificielle. Ça, c'est 1950. Ok? 2012, Internet s'enflamme, parce qu'on a des intelligences artificielles qui reconnaissent des chats dans des photos. Que s'est-il passé entre 1950 et 2012 pour que l'humanité tombe si bas? On va voir le droit dans le slide suivant. Tout va bien? Okay. N'hésitez pas à me dire si je vais trop vite ou s'il y a des choses qui vont pas. Ok. Je vous ai dit tout à l'heure, si vous lisez un article sur Internet relativement bien documenté, on vous dira que la naissance de l'intelligence artificielle, c'est 1956, lors de la Dartmouth College Conference. En fait, c'est une espèce d'école d'été qui rassemble 10 chercheurs de disciplines très différentes, la linguistique, la cybernétique, les sciences de l'éducation, les maths, plein d'autres choses. Je ne vais pas faire la liste complète. Et ces gens se disent, là il y a un truc, il y a des ordinateurs qui commencent à arriver, on fait du calcul, on se pose la question est-ce qu'on peut modéliser la pensée, le langage, c'est intéressant aussi, il y a Chomsky là-dedans. La traduction automatique, ce serait plutôt pas mal si on arrivait à automatiser la traduction d'une langue à une autre. Tout ça, ça nous intéresse, mais c'est pas vraiment de l'informatique, c'est pas vraiment des maths, c'est pas vraiment de la linguistique, c'est pas vraiment des sciences de l'éducation, c'est pas vraiment de la philosophie, c'est pas vraiment de la cybernétique. Il faut créer une discipline. Et il crée l'intelligence artificielle, Artificial Intelligence en anglais. Et là, il manque d'inspiration, clairement. Il ne fallait pas choisir ce nom-là, on est d'accord. Okay. Pourquoi? Parce que quand on appelle
intelligence artificielle, on amène la connotation, en tout cas dans la traduction française, on amène la connotation, ce truc d'intelligence humaine qu'on n'arrive même pas à définir à l'échelle humaine, et du coup on emmène beaucoup d'imaginaire. Ils auraient appelé ça fonction cognitive numérique, c'était réglé. Hein. Voilà. Moi c'est ce que je propose, c'est pas mal. Mais je crois que là c'est fichu, on va jamais arriver à changer la folie. Bref, donc ces gens se réunissent et créent cette nouvelle discipline scientifique. Ça essaime hein, évidemment dans la communauté scientifique. Alors ça essaime pas à la vitesse à laquelle les infos essaiment en 2024, mais ça essaime quand même. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'aux États-Unis, les départements d'intelligence artificielle, ils sont plutôt créés dans les universités de philosophie. Puis en Europe, les départements d'intelligence artificielle sont plutôt créés dans les universités de maths. Bon, c'est un détail. Et puis alors là, eh bien, on rentre dans une période que les historiens de l'IA nous décrivent comme étant la succession des hivers et des étés de l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Donc on crée la discipline en 56, et alors ça y va bon train, tout le monde dit, fait ses prédictions. Dans 5 ans, on aura des logiciels de traduction automatique dans toutes les langues. Dans 10 ans, on aura un humain qui sera capable de battre n'importe quel autre humain aux échecs. Dans 15 ans, on aura un humain qui sera meilleur que l'humain moyen dans tout. Bref, donc évidemment, enthousiasme, y compris des industriels qui investissent massivement sur l'intelligence artificielle. Les promesses n'engageant que ceux qui y croient, les objectifs ne sont pas atteints, et assez rapidement, les industriels se disent « vous êtes gentils avec votre intelligence artificielle, mais moi j'ai investi 10 et puis j'ai un retour de moins 15, je ne remets pas 10, quoi. » Vous voyez l'idée. Donc il y a un premier hiver de l'intelligence artificielle. Puis ces hivers vont se succéder. Globalement, on en distingue 3, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais bon, globalement, il y a la première période d'enthousiasme absolu qui est très centrée sur le langage. Et on rencontre rapidement des murs parce qu'en fait, on se rend compte que le langage, c'est pas si simple que ça. Et que la traduction, même d'une phrase très simple, d'une langue à une autre, c'est pas objectif en fait, pour prendre des termes mathématiques. Et une deuxième période, dans les années 80, alors je vous ai dit tout à l'heure, quand je vous ai parlé de ma thèse, je dis moi j'ai fait de l'intelligence artificielle symbolique, je vous en reparlerai, c'est maintenant. Donc dans les années 80, on commence à s'intéresser à donc, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle symbolique, c'est-à-dire qu'on programme des ordinateurs pour résoudre des problèmes. Donc on leur dit, pour résoudre tel problème, tu fais ci, tu fais ça. Ça implique de représenter aussi les connaissances nécessaires à la résolution de problèmes pour que l'ordinateur puisse les manipuler. Les systèmes phares à cette époque-là, c'est les systèmes qu'on appelle les systèmes de raisonnement, des systèmes à base de règles, on va dire ça simplement. Et globalement, ce sont des systèmes qui disposent d'un ensemble de faits, des connaissances que les humains ont décrites. Alors, l'aspirine, c'est bien pour diminuer le mal de tête. Et puis, un ensemble de règles que les humains décrivent aussi. C'est si vous avez mal à la tête, alors vous pouvez prendre de l'aspirine. Et puis, on construit ce qu'on appelle un moteur de raisonnement qui est capable de manipuler les règles et de les appliquer sur les faits pour répondre à des questions. J'ai des problèmes cardiaques et j'ai mal à la tête, je fais quoi ? Voilà, et donc là on va aller piocher dans le système à base de règles. Ah ouais, chouette, elle a mal à la tête, on va lui donner de l'aspirine. Ah, attends, il y a peut-être une contre-indication, elle a des problèmes cardiaques, parle à ton médecin. Voilà. Alors ça marche super bien, mais non, en fait je pourrais vous donner un vrai exemple, mais je suis pas médecin. Donc ça marche super bien les systèmes à base de règles quand on les ouvre et qu'on les sort du carton. Et puis après, quand il faut les mettre à jour, c'est l'enfer. C'est un peu comme... je sais pas, peut-être que vous faites des confitures et puis que vous les rangez dans votre placard, puis vous avez un système d'organisation super bien. Et puis au deuxième batch de confiture, en fait vous n'avez pas laissé assez de place sur les étagères, donc vous mélangez l'abricot avec la poire. Puis au troisième batch de confiture, alors là il n'y a plus de place dans le placard, donc vous allez en mettre ailleurs. Et puis au bout de 10 ans, vous dites non mais c'est pas possible, il y a des confitures partout. Ben là c'est pareil. C'est exactement le même problème, c'est-à-dire que tant qu'on est au début de ce qu'on appelle l'élicitation des règles et des faits, ça se passe super bien, parce qu'on est très organisé, très méthodique, et quand il faut mettre à jour, c'est l'enfer. Et alors dans le contexte industriel, ça passe pas du tout.
deuxième hiver de l'intelligence artificielle. En parallèle de ça, donc de toute cette intelligence artificielle dite symbolique, alors il y a des trucs qui marchent, hein. Enfin, il y a des tas d'applications très successful, très réussies de l'intelligence artificielle. En parallèle de ça, il y a un autre courant de l'intelligence artificielle qui peine à donner des résultats satisfaisants. Il y a l'intelligence artificielle qu'on appelle numérique à l'époque, ou connexionniste, ou statistique, où là on ne programme pas les systèmes pour résoudre des problèmes, on les entraîne à résoudre des problèmes. C'est-à-dire qu'on ne leur donne pas les règles, mais on leur montre des exemples de trucs qui marchent, et on leur montre des exemples de trucs qui ne marchent pas, et on crée une structure pour leur permettre d'imaginer, enfin d'imaginer, je ne devrais pas dire ça parce qu'ils n'ont pas d'imagination, pas plus que moi, pour leur permettre de se construire une représentation de ce qu'il faudrait faire pour reproduire le résultat. Je y reviendrai. Ça va pas super bien, sauf que ça va finir par marcher, on y viendra. Et toujours en parallèle de ça, donc là je vous ai parlé du bas de la courbe, hein, qui est l'histoire de l'intelligence artificielle, on est vers les années 85-90. On va faire un petit parenthèse 2 secondes sur le haut de la frise temporelle, qui en fait qui a l'air très condensée sur mon slide, mais c'est très condensé à l'échelle de l'histoire de l'humanité et en particulier à l'échelle de l'histoire de l'IA. Là, c'est l'arrivée d'Internet. Alors vous allez me dire, c'est quoi le rapport entre Internet et l'intelligence artificielle? Tout. Alors l'arrivée d'Internet, c'est récent hein, finalement. Vous le savez, vous l'avez vécu. Vous avez vécu sans Internet, moi aussi d'ailleurs. Hein. Je l'ai pas longtemps, mais j'ai vécu sans Internet. J'ai vu arriver la première version d'Internet où on m'apportait le contenu. Il était là, dispo sur Internet, et puis je pouvais le lire. J'ai vécu la deuxième version d'Internet où je pouvais donner mon avis sur le contenu qu'on m'apportait en disant j'ai acheté ces pommes de terre, elles me plaisent. J'ai vécu la troisième version d'Internet où je pouvais apporter du contenu. J'ai fait un blog de voyage que ma famille a lu. J'ai raconté comment on faisait de la soupe aux poireaux. Non, c'est pas vrai, j'en sais rien. Je pouvais écrire sur Internet. Et puis j'ai vécu la quatrième, aussi, hein, la quatrième version d'Internet qui est dans ma poche. Enfin, j'ai dû la laisser quand elle est là. La quatrième version d'Internet, celle qui a tout changé. Où non seulement on peut lire Internet n'importe où, mais on peut écrire sur Internet de n'importe où. On prend des photos à tout va, on les publie sur Instagram, Facebook, YouTube, machin. Alors, ce qui est drôle, c'est que majoritairement, c'est des photos de chats. Voilà. Non, mais soyons objectifs. Hein. Aux alentours de 2010-2012, Internet, c'est pas une blague. On disait Internet is made of cats, c'est que 9 photos sur 10, si on exclut la pornographie, 9 photos sur 10, c'était des photos de chats. Et en fait, c'est grâce à ces photos de chats que tout le reste de ce que je vais vous raconter est devenu possible. Bref. Donc, pourquoi c'est important? Parce que vous allez voir, la raison pour laquelle la deuxième forme d'intelligence artificielle dont je vous ai parlé, l'IA numérique qui est sélectionnée, n'arrivait pas à émerger. Parce que pour entraîner une machine à faire des choses, il faut lui montrer des données. Et avant Internet, les données, on n'en avait pas. Ou en tout cas, on n'en avait pas assez. Avec Internet, on a des millions d'heures de vidéos sur YouTube de chats qui font leurs griffes sur des canapés. Et on le sait, c'est écrit. Regardez cette belle vidéo de chat qui fait ses griffes sur mon canapé. Donc on a des données qu'on appelle des données labellisées, et pour faire de l'IA, c'est hyper important. Alors, je vous le dis sur le ton de la plaisanterie, mais en fait, ça a beaucoup d'importance dans la suite de l'histoire. On a beaucoup de données, des images, du texte, des vidéos, globalement, et du son. Et ces données, elles sont labellisées, c'est-à-dire qu'un ordinateur sait ce qu'il y a dans l'image puisqu'on l'a écrit en commentaire. Même si la personne qui a déposé l'image l'a pas écrit, il y en a un qui a dit « Oh, t'as un beau chat, dommage sur le canapé. » Voilà. Bref, donc il faut bien avoir en tête qu'Internet a sérieusement, pour ne pas dire essentiellement, contribué au développement de l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît aujourd'hui. Depuis Internet, on a beaucoup moins d'hiver en IA. Hein. C'est plutôt l'été, c'est même un peu chaud bouillant souvent. On va zoomer un peu sur quelques faits marquants. On va commencer en 1994-1996. C'est la première fois, à mon sens,
et je ne suis pas non plus, j'ai pas la science infuse, hein, mais c'est la première fois, à mon sens, que l'intelligence artificielle sort vraiment des laboratoires et des entreprises qui s'intéressent au sujet, et que le grand public entend parler de l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce qu'il y a une IA faite par IBM à l'époque. Vous allez voir aussi que les géants d'Internet changent de rôle au fur et à mesure de l'histoire. Donc une IA créée par IBM qui s'appelle Deep Blue, qui bat Garry Kasparov aux échecs. Alors, je vous rappelle qu'en 1956, parmi tous les gars que vous voyez en noir et blanc sur ma petite photo, d'ailleurs il n'y avait que des mecs. En passant. Ils n'ont pas pensé à inviter les gens qui pouvaient avoir une opinion sur le sujet, des femmes. Donc, à cette époque, il y en a qui disaient quand même, dans 5 ans, on aura une machine qui battra les meilleurs humains aux échecs. Bon, il a fallu attendre 1987. Okay, comme quoi les prédictions. Hein. Donc, Deep Blue bat Kasparov. À l'époque, Kasparov, c'est le champion du monde des échecs. Autant dire qu'il en a pris un coup de son ego. Mais, donc le grand public se dit, waouh, super. Dans les 10 années qui suivent, qu'est-ce qui se passe globalement? Il y a vous avez peut-être vu ça d'ailleurs, il y a des jeux d'échecs qui sortent où vous pouvez jouer contre la machine. C'est cool pour s'entraîner. Il y a des jeux sur ordinateur. Mais les chercheurs, ils s'inquiètent pas trop. Ils disent, ouais, ok, c'est bon, on a fait une IA qui bat le champion du monde des échecs, mais quand on réfléchit bien, pourquoi elle l'a battu? C'est parce que les échecs, en fait, c'est un ensemble de règles finies qu'il suffit d'appliquer. Et en fait, si on avait une mémoire quasi infinie, à n'importe quel moment, on pourrait prédire tous les coups possibles et de soi et de l'adversaire, et donc choisir le chemin parmi tous les chemins de coups possibles qui mènent à la victoire. C'est des algorithmes classiques que maintenant on enseigne en première année d'IUT. Les étudiants ne comprennent pas, mais on les enseigne en première année d'IUT. Type algorithme min-max qui permettent de gagner à coup sûr, parce qu'on peut prédire. En fait, la seule force de la machine, c'est qu'elle est plus douée que nous à prédire tous les coups possibles à tous les instants. Ok ? 2011 d'abord, pardon. 2011, toujours IBM. Profitez-en, on ne verra plus trop après. Toujours IBM fait évoluer ses intelligences artificielles et propose une machine qui s'appelle Watson. Et Watson bat le champion du monde, qui est américain, parce que de toute façon il n'y a qu'aux États-Unis qu'on joue à ça, de Jeopardy. Est-ce que vous vous souvenez du Jeopardy? Ouais, hein, c'est passé en France à une certaine époque. Donc le Jeopardy, c'est ce jeu où on vous donne la réponse, c'est cool, et vous devez poser la question. Exemple, si je vous dis Yannick Noah, vous devez me dire qui est le dernier Français à avoir gagné Roland Garros. En fait, vous devez trouver une question dont la réponse serait Yannick Noah. Okay, alors là, c'est quand même, on franchit un cap. Je vous ai dit tout à l'heure que les premiers chercheurs en IA, ils s'intéressaient beaucoup au langage. Là, on franchit un cap dans la compréhension du langage, parce que l'IA de Watson, elle est capable donc, de comprendre des mots, genre Yannick Noah, mais elle est surtout capable d'aller lire du contenu sur Internet, typiquement sur Wikipédia, et de donner du sens à ce contenu. Je lis la biographie de Yannick Noah, machin, et je vois qu'il a gagné Roland Garros, et que depuis, personne n'a gagné Roland Garros, et de générer une question, donc un bout de phrase qui n'existe pas dans la page de Wikipédia, mais de la dire. Donc c'est sympa. Okay, c'est très ciblé, mais c'est sympa. Watson a eu beaucoup de suites, donc Watson, le joueur de Jeopardy, a eu beaucoup d'applications dérivées, notamment en médecine, pour faire de la lecture automatique d'articles médicaux et en faire du résumé, faire des comptes rendus, etc., etc. 2012, je continue, hein, je ne me lasse pas de l'histoire de l'IA. 2012, il se passe un truc, mais personne n'en entend parler. Mais vraiment, personne. Même dans la communauté scientifique, moi, en 2012, j'ai pas vu que ça s'était passé. Je l'ai découvert après. Il y a un petit concours obscur qui n'est connu que des informaticiens qui font du traitement d'image. Ce petit concours obscur, ils détesteraient les gens qui organisent le concours s'ils m'entendaient parler de ça. Il s'appelle ImageNet. Le but de ImageNet, donc il y a une chercheuse qui s'appelle Fei Fei qui a constitué une énorme base de données d'images labellisées. Donc il y a des tasses, on sait que c'est des tasses. Il y a des crayons, on sait que c'est des crayons. Il y en a des millions.
Et le but du concours, c'est on vous donne des images sans vous dire ce qu'il y a dedans, et vous devez me dire ce qu'il y a dans les images. Ce qu'on appelle de la détection d'objets. Le concours, il existe depuis des années, et en 2012, il y a une équipe qui arrive, qui n'avait jamais joué les années d'avant, et qui explose littéralement tout le monde au score. Mais vraiment, genre la déculottée. Cette équipe, elle est menée par Geoffrey Hinton, qui est un chercheur canadien en intelligence artificielle, et alors, ils énervent tout le monde pour deux raisons. C'est que déjà, ils gagnent en mettant 4 points de différence à tout le monde, alors que d'habitude, les progrès, c'était plutôt 0,4 points par an. Donc déjà, ça vexe. Et surtout, personne ne comprend comment ça marche. Ils viennent avec une nouvelle technique qui s'appelle le deep learning. Ça commence à vous parler, le deep learning. On va en entendre parler par la suite. Alors, autant vous dire qu'en 2013, les gens qui faisaient donc ça s'appelle la computer vision, la vision par ordinateur, le fait de dessiner des boîtes autour des images. Autant vous dire que les autres, l'année d'après, ils ne reviennent plus et tous les compétiteurs se sont mis au deep learning parce que. Voilà. Pourquoi c'est important? Parce que ça marque vraiment le point de départ des progrès phénoménaux qu'on a fait en intelligence artificielle en utilisant des réseaux de neurones. Ok? Il y a un gars dont je ne vous ai pas parlé sur mon slide, c'est le deuxième en partant de la gauche là, il s'appelle Frank Rosenblatt. Frank Rosenblatt, c'était un chercheur dans les années 50 qui a inventé un petit machin qui s'appelait alors il a fait un neurone artificiel en s'inspirant des neurones humains, qui était électronique, hein, c'était des fils connectés entre eux, qui a fait un réseau de neurones artificiels, c'est l'espèce d'énorme plat de spaghetti devant lequel il est pris en photo, donc c'est des fils connectés dans des contacteurs. Et en gros, lui, il a inventé le premier, donc ça s'appelait le perceptron, c'est le premier réseau de neurones artificiels. Et à l'époque, la communauté des scientifiques en intelligence artificielle lui a dit non, 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 toi tu vas jouer dans une autre communauté scientifique parce que ton truc là, c'est pas de l'IA. Je pense qu'il se marre. Voilà. Donc 2012, ImageNet, début, enfin pas début des recherches sur le deep learning, parce que ça avait commencé bien avant ça. Yann Lequin faisait déjà des réseaux de neurones convolutifs pour reconnaître des chiffres sur des enveloppes bien avant 2012. Mais c'est le début de l'engouement. Okay, et là, ça va très très vite. Ça va très très vite parce que tout le monde s'en empare et surtout parce que ça devient enfin possible. Pourquoi? Parce que pour entraîner et utiliser des réseaux de neurones, il faut 3 choses. Il faut des algorithmes, mais ça, vous inquiétez pas, les chercheurs se sont occupés de nous en faire depuis des années. Depuis Rosenblatt, on écrit des algorithmes de réseaux de neurones. Il faut des données pour entraîner les modèles produits par les algorithmes. Merci Internet, on a des millions d'images de chats et d'autres choses, mais les premières données, elles viennent de là. C'est avec ça que les chercheurs ont fait leurs armes. Et il faut de la puissance de calcul. Ça, on ne l'avait pas non plus. Vous l'avez vu, vous, l'histoire des ordinateurs. Vous avez vu que ça, la puissance de calcul que vous avez là-dedans, c'est récent. Okay, donc, il faut de la puissance de calcul, et en particulier de la puissance de calcul parallèle, c'est-à-dire la capacité à être capable de faire des millions de mini-calculs, mais tous en même temps. Et ça, on la trouve dans un objet particulier qu'on appelle le GPU. Donc le CPU, vous savez, c'est le processeur de notre ordinateur, c'est le Control Process Unit. Et le GPU, c'est un autre processeur de votre ordinateur qui s'appelle le Graphical Process Unit, qui est utilisé dans les cartes graphiques. Les cartes graphiques, c'est celles qui permettent de transformer les infos de votre ordinateur en images affichées à l'écran. Et dans les années 2000, qu'est-ce qui se passe? Le marché du jeu vidéo explose. Les gens jouent aux jeux vidéo. Les fournisseurs de cartes graphiques font des cartes graphiques de plus en plus performantes, de moins en moins chères. Comme c'est pas cher, les chercheurs peuvent se les payer. Les chercheurs peuvent enfin faire du calcul parallèle. Le deep learning peut émerger. C'est QFD. Ça va très vite, comme je vous le dis. En 2015, il se passe un truc. Alors là, ça commence à secouer vraiment beaucoup. Alors c'est plus IBM, hein. Comme par hasard, IBM a disparu. C'est une boîte qui s'appelle DeepMind, qui était britannique à la base, qui s'est fait racheter par Google. Et DeepMind produit un logiciel qui s'appelle AlphaGo. Et AlphaGo bat l'Isidol au Go. L'Isidol, c'est le Garry Kasparov du Go. C'est le champion du monde de Go à cette époque. Et alors, il se passe 2 trucs impressionnants. Bon, la première, c'est que personne n'imaginait que l'Isidol allait se faire battre. Et surtout,
Donc le Go, c'est un sport qui est très suivi, comme les échecs, il y a des commentateurs qui expliquent chaque coup. Et au moment où, à un moment dans une des parties, éclat de rire général parmi les commentateurs, le AlphaGo joue un coup, et le commentateur dit quel idiot, il a perdu. La partie se poursuit. L'Isidole se décompose au fur et à mesure de la partie et prend la déculottée de sa vie. Et le coup que l'ordinateur a joué, aucun des commentateurs, qui sont bien évidemment tous des experts de Go, n'aurait imaginé que ça puisse être un coup gagnant. Et là, on commence à se dire, alors non seulement on a une IA qui bat le meilleur joueur du monde au Go, mais en plus elle fait preuve de créativité. Ça commence à inquiéter. Pour la petite anecdote, pourquoi ça fait un peu peur aux chercheurs qu'on ait une IA capable de battre un humain au Go? Aux échecs, je vous ai expliqué tout à l'heure que la combinatoire, elle est relativement restreinte et que c'est possible, pour un ordinateur, même pour mon téléphone, là, c'est possible de calculer tous les coups possibles dans la partie. Okay. Au Go, le nombre de combinaisons possibles est supérieur au nombre d'atomes estimés dans l'univers. Autrement dit, même si on mutualisait toute la puissance de calcul qu'on a aujourd'hui sur la planète, on ne pourrait pas simuler une partie de Go jusqu'à la fin. Il faut forcément faire des choix. Et là, ça veut dire qu'on a créé une IA qui non seulement marche, qui est capable d'un peu de créativité, donc qui ose des coups, mais qui en plus est capable de faire abstraction de certaines situations en disant non, ça j'ai pas le temps de le calculer, je vais aller à l'essentiel. Donc, je vous le dis parce que je sens que vous êtes tout à fait capable de comprendre ça. Aujourd'hui, on parle beaucoup de réseaux de neurones et on nous fait croire que les réseaux de neurones savent tout faire et que de toute façon, blablabla, blablabla, il n'y a que les réseaux de neurones dans la vie. Si DeepMind, à l'époque, a réussi, c'est parce qu'ils ont combiné des techniques d'apprentissage issues des réseaux de neurones, mais aussi des techniques issues de l'intelligence artificielle traditionnelle pour implémenter des stratégies. Okay. Et ça, c'est hyper important. Aujourd'hui, les IA dont on vous parle, c'est la convergence de nombreuses approches classiques de l'intelligence artificielle. Ok? Ça vous va? Pour commencer. J'ai mis prix Turing. Je ne sais pas si vous connaissez le prix Turing. C'est l'équivalent du prix Nobel, mais en informatique. Donc tous les ans, il y a un informaticien brillant, c'est sûr que tous les ans. Il y a un informaticien brillant qui reçoit le prix Turing. Il se trouve qu'en 2019, c'est un consortium de 3 chercheurs qui ont reçu le prix Turing, donc c'est vraiment l'achèvement, le succès d'une vie. Yann Lequin, Geoffrey Hinton et Yoshua Bengio, qui sont considérés comme étant les 3 chercheurs qui, chacun par leur contribution scientifique, ont donné vie au deep learning, le machin dont on parle en boucle en ce moment. Alors, on est très bien. 2022, je fais un petit saut dans le temps, parce que la plupart des gens à qui je m'adresse aujourd'hui considèrent que l'IA, c'est ça. 2022, on a ChatGPT et on peut lui parler. Je ne sais pas, qui parmi nous, levez la main, ça va vous faire faire du sport. Qui parmi nous a déjà utilisé ChatGPT? Ah oui, quand même. Hein. Super. Donc pour les autres, ChatGPT, c'est un site web. Je vais caricaturer. Derrière, il y a une IA, et on va pas se... c'est pas le seul à faire ça, mais c'est le seul dont tout le monde parle parce qu'ils ont une espèce de position hégémonique sur le marché actuellement. Et donc vous pouvez lui poser des questions. Par exemple, j'avais fait ça pour une présentation à des étudiants il y a un petit moment. Donc je lui ai dit, voilà, je dois faire une présentation sur l'IA à des étudiants. Est-ce que tu peux me préparer un slide avec les principales idées à traiter? Et puis, tant qu'à faire, fais-moi une petite illustration engageante pour mettre sur le slide. Et voilà, vous avez du texte généré. Donc, il me dit, oui, pas de problème, je peux vous faire ça. Alors, d'abord, il faut expliquer que c'est une techno qui permet aux machines d'apprendre et de s'améliorer sans intervention humaine. Jamais je dirais ça à l'IA est utile. Bon, bref, je vous fais pas le topo, de toute façon, ça a été écrit par une IA, c'est pas intéressant. Et puis, il me génère des petites images, façon Google, c'est très joli, et c'est des cerveaux humains, des petits trucs qui se connectent entre eux. Ok? Bon, alors on va essayer de zoomer un peu dans tout ça pour voir de quelle IA on parle exactement. Ok? Alors, s'il y a un truc que j'aimerais que vous reteniez d'aujourd'hui, c'est mon sens de l'humour.
Non, pardon. C'est que, en fait, l'intelligence artificielle, c'est une discipline scientifique, ok, qui existe depuis les années 50, même si les fondements philosophiques, psychologiques et techniques, vous l'avez bien compris, ils sont bien antérieurs à ça. Et c'est une science qui s'intéresse à la résolution de problèmes. Vous pouvez voir l'intelligence artificielle comme une caisse à outils dans laquelle il y a plein d'outils pour faire de la menuiserie, pour faire de la maçonnerie, pour faire tout ce que vous voulez. Dans le périmètre de l'intelligence artificielle, il y a un sous-domaine dont on parle beaucoup en ce moment qui s'appelle le machine learning, dans lequel, au lieu de programmer des IA à résoudre des problèmes, on les entraîne à résoudre des problèmes. On leur donne des données, on leur donne une méta-stratégie, et en prenant ces données et cette méta-stratégie, elle est capable de construire un modèle qui va lui permettre de résoudre des problèmes. Le machine learning, c'est vieux. En fait, on faisait déjà, je ne sais pas s'il y a des mathématiciens parmi vous, mais on faisait déjà de l'apprentissage statistique dans les années 60-70. On l'a automatisé avec des programmes informatiques dès les années 80, mais des classifications des forêts aléatoires, des cas ou proches voisins, je suis sûre que ça existait avant moi. Okay, donc le machine learning, c'est une sous-discipline de l'intelligence artificielle, et les humains sont doués en machine learning globalement depuis les années 80. Et le deep learning, dont vous entendez beaucoup parler, ou apprentissage profond si on utilise le terme français, c'est une sous-discipline du machine learning parce que, encore une fois, on donne des données à la machine pour qu'elle apprenne. Et la différence entre le machine learning générique et le deep learning, c'est que dans le deep learning, on va utiliser un objet mathématique spécifique qu'on appelle les réseaux de neurones pour faire l'apprentissage. Donc ce qu'il y a dans le machine learning qui n'est pas dans le deep learning, c'est toutes les techniques d'apprentissage où on n'utilise pas des réseaux de neurones. Exemple classique pour les mathématiciens parmi vous, une régression linéaire, c'est du machine learning, mais c'est pas du deep learning. Régression linéaire, vous savez, c'est quand vous avez plein de points dans l'espace, et vous cherchez la droite qui passe au mieux parmi tous ces points. Ok? Si vous retenez ça, déjà, vous êtes dans le top 5 de la population. Et alors les données, on ne sait plus quoi en faire de nos jours. Alors par contre, c'est rigolo parce que quand vous allez bosser avec les entreprises et que vous leur dites ouais, l'IA elle a besoin de données, les gens dans les entreprises vous disent ah mais des données j'en ai plein. Ah, c'est vrai. Il faut de la donnée de qualité. C'est comme tout. Hein, si vous voulez faire un bon meuble en bois, il vous faut du bois de qualité. Si vous prenez du MDF premier prix dans votre magasin de bricolage préféré, ça ne va pas être aussi joli. Là c'est pareil, il vous faut de la donnée de qualité. La donnée de qualité, et alors au début de l'IA c'était vrai, ça commence à être un peu moins vrai, mais il vous faut de la donnée labellisée. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est pas le tout d'avoir la donnée, il faut savoir ce qu'il y a dans cette donnée. Et donc pendant des années, on a payé des gens à regarder des images sur Internet et à dire alors là il y a un vélo, là il y a un feu rouge, là il y a un passage clouté, ça s'appelle labelliser de la donnée. Vous-même, vous avez très probablement labellisé de la donnée sans le savoir, pour essayer de faire croire à la machine que vous n'étiez pas un robot. En fait, vous êtes tous fait avoir, à aucun moment la machine n'a douté du fait que vous n'étiez pas un robot, elle a juste... le breaking news, les CAPTCHA, c'est des outils pour que l'humanité labellise de la donnée pour entraîner des intelligences artificielles. Le breaking news, les CAPTCHA, c'est des outils pour que l'humanité labellise de la donnée pour entraîner des intelligences artificielles. Les données, les algorithmes, la puissance de calcul, je vous en ai parlé, et évidemment des usages. Mais là, on est arrivé dans une époque où on se pose plus de questions. Ok? Alors, je vais passer très vite sur la suite, pour deux raisons. La première, c'est que ma partie préférée de la présentation, c'est la troisième. Et la deuxième raison, c'est que ça vous donnera probablement des occasions de poser des questions par la suite. Les applications d'intelligence artificielle, autres que ChatGPT, puisque si vous voulez voir des applications de ChatGPT, lisez le journal, allumez la télé, de toute façon tout le monde ne parle que de ça. Moi je vais vous parler du reste. Ok ? Les applications de l'intelligence artificielle, en fait, il y en a des tas. Souvent, je joue à un jeu, je dis donnez-moi un domaine et je vais vous trouver une application d'IA dans ce domaine. Et un jour, quelqu'un a voulu faire le malin et m'a dit l'apiculture. Figurez-vous qu'à Lyon, on pose des ruches connectées sur le toit des maisons
Alors, des ruches connectées, elles ont juste un câble. Il y a juste une toute petite caméra qui compte combien d'abeilles sortent et combien d'abeilles rentrent. Et avec cette donnée, on a une mesure bien plus fiable que n'importe quel capteur de la qualité de l'air. Application d'intelligence artificielle dans le domaine de l'agriculture. Si vous voulez, on peut jouer après. Okay. Alors, je vous ai quand même sélectionné quelques exemples, histoire de vous inspirer pour le jeu plus tard. Le premier lieu de l'IA, c'est votre téléphone. Votre ordinateur à la maison, mais a fortiori votre téléphone. Si vous utilisez votre pouce pour déverrouiller votre téléphone, vous faites de l'IA. Si vous regardez votre téléphone pour le déverrouiller, vous faites de l'IA. Si votre téléphone n'est pas verrouillé, c'est mal. C'est bon? Si vous dictez à votre téléphone vos SMS, parce que c'est quand même vachement plus simple que de les écrire, c'est de l'IA. On peut faire ça pendant des heures. Okay, donc de l'intelligence artificielle, il y en a là-dedans depuis bien avant ChatGPT. Okay, déjà sur les Nokia, il y avait de la complétion. Vous savez, ceux qui avaient 10 touches, et on écrivait les SMS en se tuant le pouce pour aller à les exclamations. Vous vous souvenez de ça? Et ben, ils avaient déjà implémenté une mini intelligence artificielle où si vous tapiez B-O-N, il vous proposait automatiquement d'écrire bonjour. C'est bien. Bah, maintenant, ça ferait rire n'importe qui. Extension du téléphone, toutes les enceintes connectées. Derrière, vous avez l'intelligence artificielle. Alors, du coup, là, on commence à bien visualiser la métaphore de la caisse à outils. Hein. Donc, dans ces applications-là, vous avez la partie qui s'appelle la reconnaissance vocale. Donc, la reconnaissance vocale, c'est vous parler. Mais évidemment, derrière, c'est pas un humain qui écoute, hein, donc c'est l'ordinateur. Donc, pour que l'ordinateur comprenne ce que vous voulez, des fois ça ne marche pas, et pour que l'ordinateur comprenne ce que vous voulez, bah, il faut traduire votre voix en un signal, parce qu'il y a des ingés en traitement de signal parmi nous. Ce signal, on le transforme en une phrase écrite, au sens chaîne de caractères comme vous écrivez dans un mail. Dans cette phrase écrite, on découpe les concepts. Met un minuteur sur 10 minutes, bah, le concept c'est minuteur et le paramètre c'est 10 minutes, et après on déclenche une action. Hop, on lance un chrono et dans 10 minutes il faut que ça saute. C'est de l'intelligence artificielle. Il y en a dans vos voitures maintenant pour ça. Autres IA qu'on utilise depuis des années sans s'en rendre compte, vous avez acheté sur internet, vous vouliez un livre, vous en avez pris 3 parce que ceux qu'on vous proposait ils étaient super cool. Vous regardez la télé, si vous avez Netflix, bah, vous allez regarder une super série et comme par hasard, vous voulez voir la suivante. Vous écoutez de la musique. Voilà, on vous propose le morceau suivant, on vous fait automatiquement une playlist. Tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. Autre outil de ma boîte à outils, c'est ce qu'on appelle les outils de recommandation. Ça existe depuis probablement avant que je sois née. Application alors là on rentre dans les applications industrielles. Application très classique de l'intelligence artificielle. Je vous ai parlé d'ImageNet tout à l'heure, c'est la reconnaissance d'objets dans des images. En industrie, c'est extrêmement utilisé, vraiment beaucoup, pour par exemple le contrôle qualité. Vous mettez une petite caméra, vous lui apprenez, alors vous apprenez pas à la caméra, vous apprenez à l'ordinateur qui est branché derrière à reconnaître ce que c'est qu'un bon joint d'un mauvais joint, un bon écrou d'un mauvais écrou, et puis vous vérifiez tous les écrous, puis s'il y en a deux qui sont collés ensemble parce que ça s'est mal passé au moment de l'indus, et ben on vous dit maintenant ceux-là, on les jette. Ok. Maintenant on le fait sur des images, alors avant on savait juste faire la reconnaissance la détection de qualité ou de non-qualité, maintenant on est capable de faire des trucs beaucoup plus compliqués, beaucoup plus complexes, comme reconnaître des objets dans des images. Vous avez même des applications aujourd'hui qui sont capables de reconnaître des chants d'oiseaux. Ils vous disent, bah ça c'est un rouge-gorge, machin bidule. Vous avez BirdNet qui est open source, qui fait ça, c'est fabuleux. Ou reconnaître les plantes. Vous avez un truc dans votre jardin, est-ce que je désherbe, je désherbe pas, hop, petite photo, je désherbe, hop, là, et c'est réglé. Ça vous évite de vous souvenir ce que vous avez planté, ou c'est quand même vachement pratique. En parlant de ça, application très intéressante et qui va avoir tendance à se développer de l'IA dans l'agriculture. Un des problèmes de l'agriculture, c'est la surconsommation en eau, parce qu'on arrose le terrain, et la surconsommation en engrais et autres pesticides. Aujourd'hui, on est capable, il y a des tracteurs qui sont équipés, donc ils ont un énorme rail de caméra à l'avant. Au fur et à mesure que le tracteur avance dans le champ, la caméra filme les plans,
Et il y a un tout petit algorithme très très simple qui décide si le plan va survivre ou pas. Et si le plan survit, on l'arrose. Si le plan ne survit pas, de toute façon, on laisse le crever. Et on économise de l'eau, et quand on utilise de l'engrais, on économise de l'engrais. Les premières applications de l'intelligence, alors ça vous fait rire comme ça, vous vous dites oui, bah, la consommation énergétique de l'ordinateur et des caméras sur le tracteur, c'est dingue. En fait, non, c'est un ratio intéressant. Quand on considère qu'on arrive à économiser plus de 90%. Et avec les enjeux qui viennent, si on arrive à démocratiser ce genre d'usage, on peut probablement contribuer à résoudre ce genre de problème. Autre application, plus discutable, toujours avec la caméra. Un des problèmes majeurs dans le BTP, c'est le non-respect des consignes de sécurité et le non-port des fameux EPI, les équipements de protection individuelle. Un chef de chantier, maintenant, il peut passer dans le chantier comme ça, il scanne ses trucs, et puis après, il va voir ses ouvriers, puis il lui dit non, toi, la prochaine fois que tu n'as pas ton casque, bah, tu n'as pas ton salaire. Voilà. Bon. Alors, c'est discutable, c'est du contrôle, mais quelque part, c'est pour la sécurité des ouvriers. On utilise même, donc toutes les IA que je vous ai montrées, c'est pour contrôler de l'existant. Mais vous avez bien entendu parler avec ChatGPT, ce genre de truc. Aujourd'hui, la grosse révolution, c'est qu'on est capable de faire de l'intelligence artificielle dite générative. C'est-à-dire que non seulement on est capable de traiter de la donnée, mais on est aussi capable d'en produire. On est capable d'écrire du texte, par exemple. Ce qui est intéressant avec l'IA générative, c'est qu'on peut s'en servir pour produire des trucs utiles. Par exemple, générer des molécules médicamenteuses candidates qui pourraient être des solutions pour soigner je ne sais trop quel type de maladie. L'intérêt de les faire générer par une machine plutôt que par un humain, c'est que la machine peut vous en générer des millions, dans le temps où un humain vous en génère une. Après, il faut les tester. Alors, on a aussi l'intelligence artificielle. On peut faire des cohortes de patients virtuels à qui on donne les molécules virtuelles, puis on voit quels sont les patients qui survivent et quels sont les patients qui ne survivent pas. Et ça permet très rapidement de restreindre le champ des molécules qu'on va vraiment étudier dans la vraie vie. Et donc de faire des économies d'échelle sur toute la partie recherche. Je peux utiliser l'IA aussi. Alors, la radiologie utilise de l'IA depuis des années. Le problème que les spécialistes de la santé parmi vous doivent connaître, c'est le problème du pliage de protéines que je suis incapable d'expliquer. Mais en gros, la question c'est de savoir quelles sont les protéines conventionnelles qui auraient un impact sur notre santé globalement. Aujourd'hui, les IA sont capables de générer tous les pliages de protéines possibles et imaginables et d'étudier leurs des exemples comme ça, je peux vous en faire pendant 4 heures aussi, je suppose que vous n'avez pas 4 heures. Je vais finir cette présentation, et juste avant de passer aux questions, en soulevant 2-3 points, mais je suis sûre que vous allez les re-soulever dans les questions, d'invitation à la réflexion autour de tout ce qui se passe sur l'intelligence artificielle et ses enjeux. Jusqu'à maintenant, l'intelligence artificielle, elle était jusqu'à AlphaGo. L'intelligence artificielle, elle était cantonnée aux laboratoires de recherche et aux rares entreprises qui décidaient d'investir sur le sujet. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle elle est dans la poche de tout le monde. Et avec ChatGPT, le phénomène a pris une ampleur significative. Ce que ça veut dire, c'est que ça induit une transformation sociétale super forte. Et à une vitesse qu'on n'est pas préparé à, entre guillemets, encaisser. Okay. Donc on ne sait pas, a fortiori avec ce qui se passe au niveau des intelligences artificielles génératives, on ne sait pas comment ça va transformer la façon dont les étudiants étudient, la façon dont les enfants parlent aux objets, parce qu'aujourd'hui n'importe quel gamin est capable d'utiliser un Google Home mieux que moi, la façon dont les employés travaillent, la façon dont les employés vont avoir envie de continuer à travailler, la façon dont les managers managent, on n'en sait rien, c'est le mystère. Il y a d'autres enjeux à l'intelligence artificielle qui sont beaucoup plus pragmatiques, que j'ai listés sur ce slide. Le premier, pour moi, il est crucial, c'est le biais. On en a beaucoup parlé il y a 2-3 ans, juste avant la révolution de ChatGPT, on disait « ouais, mais les IA, elles sont biaisées, elles sont racistes, elles sont homophobes, elles sont sexistes. » Ben oui, en fait, c'est normal, parce que si vous avez bien suivi ma présentation, vous avez compris que l'intelligence artificielle, elle est entraînée à partir de données. Et les données, c'est le reflet de notre société. Et notre société est biaisée.
parce qu'on est raciste, homophobe, si vous voulez, et surtout parce que les données qu'on publie ont tendance à exprimer des tendances, sans mauvais jeu de mots. Donc, forcément, si on entraîne naïvement les intelligences artificielles sur ces données, on crée des intelligences artificielles biaisées. Mais pire, si on les utilise, on renforce le biais. Okay. Donc ça, il faut en avoir conscience. Il y a des tonnes de moyens de lutter contre ça, mais c'est hyper important. Deuxième enjeu, qui est énorme en ce moment, c'est la question de la confiance. Si vous ne comprenez pas les outils que vous utilisez, comment vous pouvez avoir confiance en les résultats que ces outils vous fournissent? Alors vous avez du recul, vous avez de l'expérience, vous avez vu tout ça arriver, vous avez de l'esprit critique. Mais les gamins aujourd'hui, qui se connectent sur YouTube, c'est dit sur Internet, c'est forcément vrai. On rentre dans une période de crise de confiance. Et cette crise de confiance est d'autant plus importante à mon sens que la facilité avec laquelle aujourd'hui on va pouvoir produire, je ne devrais pas parler au futur, avec laquelle aujourd'hui on peut produire les fameuses fake news, c'est-à-dire parler avec la voix de Trump, je pourrais me filmer là, j'ai ce qu'il faut sur ma machine, je pourrais me filmer là en train de vous parler et vous verriez Macron gesticuler exactement comme moi sur l'écran. Okay, donc on rentre dans une période où la confiance, c'est quelque chose qui doit être diffus. Un autre enjeu, c'est l'explicabilité. Les réseaux de neurones, je peux vous expliquer comment ça marche si vous avez 4 heures également. Les réseaux de neurones, ils ont une façon bien à eux de traiter la donnée. Donc ils vous leur donnez des entrées, ils les secouent, ils vous donnent un résultat. Mais si vous avez besoin de l'explication de pourquoi ils vous ont donné ce résultat, c'est une autre paire de manches. Parce que vous n'avez pas envie d'aller explorer la descente de gradient sur les 18 milliards de neurones de votre réseau. Donc comment on explique un résultat produit par un réseau de neurones aujourd'hui, c'est un véritable enjeu de recherche. L'impact social, je ne vous fais pas un dessin. L'impact environnemental, c'est le petit sujet que tout le monde met délicatement sous le tapis, parce qu'on ne sait pas le calculer. Mais en fait, l'intelligence artificielle générative que tout le monde utilise aujourd'hui n'est pas soutenable. À moyen terme, de toute façon, on n'aura plus d'énergie, plus de composants pour la faire tourner. Donc il va se passer des trucs. Alors vous allez me dire oui, mais les chercheurs ils vont rendre ça plus efficace. C'est vrai, mais c'est l'effet d'emballement. Le besoin appelle le besoin. Donc même si on les fait plus efficaces, on va leur utiliser toujours plus et on va atteindre une limite physique, matérielle, évidente. Juste pour vous donner une petite anecdote, les images que vous voyez fleurir partout, générées par des intelligences artificielles, aujourd'hui, générer une image comme ça, on estime, d'après les dernières études des scientifiques à ce sujet, que la consommation énergétique nécessaire à la génération d'une image, uniquement, c'est l'équivalent de charger 2 fois son téléphone. Alors si vous me dites, bah oui, mais j'ai généré une image pour ma carte de vœux à Noël, ben, c'est pas grave. Il y a des gens qui en génèrent 100, 150, 200 par jour. Okay, 200 par jour, il y a 200 jours de moins dans sa vie à ne pas l'utiliser sur le téléphone portable, si on le voit comme ça. Hein. Bon, bref. Donc il y a des enjeux géopolitiques qui ne sont pas faciles à gérer, parce qu'évidemment, on n'a pas tous le même rapport aux données, on n'a pas tous le même rapport à l'énergie, on n'a pas tous le même accès aux composants électroniques, on n'a pas tous le même sens du respect de la privacy et des lois internationales, et donc la concurrence n'est pas forcément très loyale entre les 3 pôles principaux qui sont acteurs de l'intelligence artificielle, à savoir les États-Unis, la Chine et nous, l'Europe. Voilà, on pourra en parler pendant les questions si vous voulez. J'ai quelques exemples si vous avez besoin de comprendre le biais dans l'IA. Je ne vais pas revenir dessus, ça c'est mes exemples. Et je vous ai parlé de l'impact environnemental et du coup, je crois que c'est le temps des questions. Heureusement que vous êtes venu. Heureusement que vous êtes venu. Bon, on va commencer les questions. Est-ce qu'il y a un code de l'éthique en matière d'intelligence artificielle? Non. Alors, c'est une excellente question. Il n'y a pas un code de l'éthique partagé par tout le monde, comme le serment d'Hippocrate pour les médecins, par exemple. Il y a plein d'ingénieurs qui réclament ce code. Qui ont fait des propositions d'ailleurs, mais ça n'existe pas. En tout cas, ça n'existe pas et c'est pas adopté de manière générale.
on va voir qu'il y a des lois et des guides de bonnes pratiques qui se mettent en place à différents endroits. En Europe, on est en train de converger gentiment vers le document qui s'appelle l'AI Act, qui est un document qui va encadrer la façon dont on peut et doit utiliser l'IA et qui va surtout contraindre les entreprises dans les usages autorisés et interdits de l'IA. Pour résumer de manière très très succincte, parce que c'est assez complexe, en fait l'AI Act définit 4 niveaux de dangerosité de l'IA et tout un ensemble de règles à respecter selon le niveau dans lequel on se trouve. Est-ce qu'il y a une coopération mondiale entre tous les pays, en fait, par rapport à ça, à ce développement des chercheurs? Alors, non, évidemment. Enfin, est-ce qu'il y a une coopération mondiale? Non. Alors, cela dit, c'est une bonne question également. Au niveau des chercheurs, depuis toujours, et en informatique c'est très très vrai, il y a une grande liberté d'expression et un grand partage de ce qui se fait en IA. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'en fait, aujourd'hui, la majorité des algorithmes, donc la partie avant la programmation, c'est-à-dire les concepts, les recettes de cuisine, la majorité des algorithmes sont open source. Open source, dans le monde informatique, c'est-à-dire libre et ouvert, et n'importe qui peut les prendre et les utiliser. Donc les algorithmes sont majoritairement open source, la plupart des programmes sont open source aussi. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils sont accessibles à tout le monde. Pourquoi? Parce que, alors sur l'IA classique, symbolique, c'est des choses très compactes. Mais sur des réseaux de neurones, et en particulier des modèles larges, on parle beaucoup des LLM, des Large Language Models, ce qui fait la puissance de l'IA, c'est pas tant l'algorithme que les données que l'algorithme ingère et traite, ainsi que la stratégie de post-traitement de ce qu'aura fait l'algorithme. Et ça, c'est pas accessible à tous. Les données, c'est pas accessible à tous pour des raisons de volume. Si vous prenez ChatGPT par exemple, donc GPT qui est le modèle derrière le produit de ChatGPT, il a été entraîné littéralement sur des terras, c'est gigantesque, des terras, c'est même plus que des terrains en l'occurrence, de données, et on ne sait pas lesquelles. Ils refusent de partager l'intégralité de leur corpus. Si moi je voulais faire ça à la maison, je n'ai pas les sous. Si des chercheurs veulent faire ça dans des labos, ils ne les ont pas beaucoup plus en fait. Donc la capacité physique à héberger, à collecter, héberger et traiter la quantité de données nécessaires pour faire des modèles au moins aussi performants que les modèles d'OpenAI, Mistral maintenant en France, ça c'est pas donné à tout le monde. Donc c'est le premier facteur d'inégalité. Le deuxième facteur d'inégalité, c'est que pour faire des modèles génératifs, je parle vraiment de l'IA grand public sur lequel on fait beaucoup de bruit en ce moment, mais pour faire ces fameux modèles génératifs, il ne suffit pas d'entraîner le réseau. Il faut le coacher. C'est-à-dire qu'on l'entraîne une première fois, il va donner des résultats, et là, il faut qu'il y ait des gens qui regardent les résultats dans tous les domaines. La médecine, la santé, le sport, la physique, la chimie, les recettes de cuisine, le jardinage, la permaculture, tous, et qui jugent les résultats, et qui disent ça c'est bon, ça c'est pas bon, tu te réentraînes, etc., etc. Et ça c'est du temps humain. Et pour financer ce temps humain, il faut avoir un carnet de chèques. Et ça, pareil, tout le monde l'a. Donc il y a une demi-coopération internationale. Et alors, quels sont les pays les plus avancés dans le domaine? Les États-Unis, la France, l'Europe, particulièrement la France et l'Allemagne, mais de manière différente, et la Chine. Est-ce que tu as une idée sur la projection en termes de création, de destruction d'emplois c'est compliqué. J'aime pas faire des prédictions, et en plus sur un domaine où je suis pas spécialiste. Et avec l'arrivée de l'IA générative, ça bouleverse beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est une question, à l'époque où je faisais des conférences sur l'IA tout court, on avait des ordres de grandeur. Et on expliquait que, et c'est toujours vrai, qu'il ne s'agit pas de création ou de destruction d'emplois, mais il s'agit de modification d'emplois. Ce qui n'est pas neutre. Parce que il y a beaucoup de gens qui disent oui, non, mais ça va modifier les emplois, mais c'est pas grave, ça va en détruire certains, ça va en créer d'autres. En fait, si, c'est grave. Parce que les gens qui sont derrière les emplois,
ils n'ont pas forcément les compétences pour opérer la transition. Et ça, c'est toujours vrai. Et donc c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est que la grosse question qui se pose, et ça remet sur la table la question de notre rapport au travail, c'est qu'aujourd'hui, ces IA génératives, pour certains métiers, en particulier les métiers qui sont touchés par la question de la création de contenu, les gens qui écrivent des rapports, qui font de la synthèse documentaire, qui créent du contenu pour Internet, qui génèrent des images qui vont être vues 3 fois dans leur vie, enfin, peu importe. Ces gens, ils ont un outil qui leur permet de gagner significativement en productivité. Donc de ramener leur semaine de travail de 35 heures à 5 heures effectives. La question c'est, est-ce qu'on accepte d'être payé 35 heures pour avoir bossé effectivement 5 heures? Est-ce que la société accepte ce nouveau modèle, ce qui pourrait être quelque chose qu'on imagine? Ou est-ce qu'on déplace la valeur du travail? Donc là, on rentre clairement dans un débat philosophique gigantesque. Moi, ce que je dis, c'est que je ne peux pas vous répondre à la question des volumes d'emplois transformés. Je ne peux pas vous répondre à la question de quels métiers vont être touchés en priorité. Cela dit, si vous êtes menuisier, a priori, vous avez un peu moins de chances d'être impacté que si vous êtes créateur de contenu ou SEO dans une boîte web, clairement. En revanche, ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que les jeunes qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui ne peuvent pas faire le même métier toute leur vie. Et que s'ils n'ont pas envie d'apprendre, ils vont être très malheureux. Aujourd'hui, les véritables compétences qu'il faut avoir, c'est de l'adaptabilité, parce qu'il va falloir qu'ils apprennent à... Enfin, c'est malheureux, c'est pas la position que j'aimerais défendre dans une société idéale, mais il va falloir qu'ils apprennent à utiliser ce genre d'outils, sinon ils vont être rapidement dépassés. Et surtout, il va falloir qu'ils apprennent à s'adapter et à trouver comment créer de la valeur dans leur travail. Donc, quand je m'adresse à un public d'étudiants, j'essaye de les sensibiliser à fond là-dessus et aussi à développer autant que faire se peut leur esprit critique, parce qu'à l'avenir, restituer un contenu, c'est plus un sujet. Avoir une opinion sur le contenu qu'on restitue ou qu'on décide de restituer, ça, c'est un véritable enjeu. À part l'énergie, quelles sont les limites de votre point de vue? Les composants. Les composants, la crise des semi-conducteurs dont tout le monde parle, c'est pas une légende et c'est pas juste généré par le fait que tout le monde veut changer son téléphone tous les 2 ans parce qu'il y en a un nouveau. Aujourd'hui, dans la Silicon Valley, on dit que lorsqu'on est créateur de start-up, le problème c'est plus de trouver des dollars pour faire tourner cette start-up, c'est de trouver des CPU, enfin des GPU pour faire tourner ses algorithmes. Donc la crise des composants est pour moi même avant la crise de l'énergie, et il y a des signaux qui ne sont pas du tout des signaux faibles, qui sont des signaux qui clignotent en rouge, en gros, et que plein de gens refusent de voir, qui attestent ce point de vue. Sam Altman, qui est le fondateur de OpenAI, donc la boîte qui est derrière ChatGPT, s'est lancé dans un énorme projet de levée de fonds avec des montants qui ne sont même pas dissibles, tellement ils sont énormes, parce qu'il veut réindustrialiser les États-Unis pour faire des semi-conducteurs aux US, pour couper la dépendance à la Chine et au reste du monde. Il veut réinventer, il le dit lui-même, il veut réinventer l'industrie du semi-conducteur. Ça, c'est un premier indice super fort. Deuxième indice super fort, en tête de liste des investissements des géants de la tech, donc Microsoft et Google et OpenAI en tête de file, sur l'année 2022, c'est l'énergie nucléaire pour alimenter les data centers. Une question sur la fiabilité. Quand je vais chercher un renseignement sur Google, je vais avoir des articles, je peux avoir une idée, selon l'origine de l'article, quelle est la valeur de cet article. Quand je pose une question à ChatGPT, je n'ai absolument aucune idée des bases sur lesquelles il fait la réponse. Parfois c'est bluffant, parfois c'est faux. Et alors, comment s'y trouver? C'est une excellente question. Je ne vais pas payer pour poser la question. C'est important. Je reviens sur la sensibilisation à développer son esprit critique, qui est valable pour tout le monde. Il faut vraiment essaimer ce message. Aujourd'hui, la plupart des gens, quand ils utilisent ce genre de produit, alors, encore une fois, je ne voudrais pas qu'on pense qu'il n'y a que ChatGPT dans la vie. Il y en a plein d'autres. Mais bon, ChatGPT c'est devenu le frigo, quoi. Bref.
la plupart des gens, quand ils utilisent ce produit, ces produits ne savent pas comment ça fonctionne derrière. Pour autant, c'est très important parce que selon le produit que vous allez utiliser, les objectifs, les objectifs servis par le produit sont différents. ChatGPT, tel qu'on le voit sur le truc accessible par tout le monde, son job dans la vie, c'est de générer du contenu statistiquement probable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire générer des phrases grammaticalement correctes qui, quand vous les lisez, ont un effet waouh. Exemple, je demande à ChatGPT de me raconter une histoire sur un cycliste et il m'écrit 4 paragraphes sur un cycliste qui s'apprêtait au départ de Tarbes à faire l'ascension de je ne sais pas trop quelle montagne du coin et qui s'est trouvé interrompu par une tempête de neige, qui a été obligé de s'arrêter sur le bord de la route et qui s'est fait bouffer par un ours. Et ben vous lisez ça et vous dites ah, c'est une super histoire. Elle n'est pas vraie. Elle est statistiquement probable et c'est ce que je lui ai demandé. Si je suis un étudiant de seconde et que j'ai une disserte à écrire sur Victor Hugo et qui dit à ChatGPT écrivons une disserte sur Victor Hugo et que ChatGPT me dit parce qu'il vient de me faire mon truc Victor Hugo il partait de Tarbes, il fait un vidéo et l'étudiant il dit bon trouve Victor Hugo il s'est fait bouffer par un autre et voilà ce qui va se passer. Et les étudiants aujourd'hui ne se posent pas la question de est-ce que ce machin a été codé pour me donner une information vérifiée. Attention. Donc ChatGPT c'est un produit, c'est l'interface web avec laquelle vous pouvez discuter et le but de ce produit c'est pas de produire du contenu réaliste. Il se trouve que 9 fois sur 10, ce qu'il dit, ça marche. Mais il n'y a pas la garantie que ça soit réaliste. En revanche, le même algorithme, le même modèle est utilisé dans certains produits, typiquement Microsoft Copilot ou sur Bing, le navigateur de Microsoft. Et là, son travail, c'est d'aller chercher du contenu, donc a priori du contenu fiable, sur Internet, et de vous faire une réponse basée sur ce contenu. Là, puisque le produit a été développé dans cette optique, en théorie, l'information que vous devez obtenir, doit être sourcée, c'est-à-dire que l'outil doit vous dire j'ai pris l'info sur tel site, et sur tel site, et sur tel site, et vous donnez les liens. Et le résumé qu'il fait est un résumé qui se doit d'être factuel des informations qu'il a été chercher sur le site. Ce qui n'écarte pas le fait que, rappelons-le, ou disons-le, parce que je n'ai pas dit explicitement, mais les intelligences artificielles n'ont aucun bon sens. Donc parfois, elles font un truc qu'on a décidé d'appeler les hallucinations. Et donc parfois, elles vont halluciner, et même si elles se basent sur des faits réels, vont vous pondre une phrase sortie de nulle part parce que c'est comme ça que le modèle marche, et qui n'a aucun rapport avec la choucroute et qui va vous donner une information. Mais si vous n'avez pas d'esprit critique, si vous ne vous posez pas la question, si vous n'allez pas cliquer sur le lien pour vérifier que la réponse qu'on vous a donnée, elle a bien été sourcée sur un site de bricolage tenu par des vrais gars avec un forum de défi, avec un modérateur qui efface toutes les mauvaises réponses, vous risquez de vous retrouver à croire qu'on peut tout à fait planter des carottes dans du béton armé. Justement, donc comment on peut s'assurer, est-ce qu'il y a un organisme ou une autorégulation qui fait qu'il y a un certain nombre de sources qui sont, comment dirais-je, validées et pas des et qu'on ne soit pas bombardé de fake news, et justement qu'il y ait des intelligences artificielles qui soient entraînées à faire de la désinformation. Oui, ça, alors, ça arrive sûrement, d'ailleurs. Il y a plein de trucs dans votre question. Donc, la première chose, c'est comment on peut s'assurer que... Alors, la première étape, c'est déjà de connaître les produits qu'on utilise. Si vous utilisez l'interface classique de ChatGPT gratuite, machin, ne vous attendez pas à de la qualité, vous en aurez peut-être, mais c'est par hasard, c'est pas par design. Donc, connaître le produit qu'on utilise. La deuxième, mais qui devrait s'appliquer dans toutes les dimensions de la vie, c'est vérifier. Donc croiser les sources, c'est-à-dire que c'est pas parce que ChatGPT l'a dit que c'est vrai, on peut aller chercher de l'info ailleurs. À l'époque de, j'allais dire à l'époque de Wikipédia, comme si Wikipédia était mort, mais
Moi, quand j'étais jeune et que je cherchais de l'info sur Wikipédia, de temps en temps, je me permettais de mettre en doute ce qui était écrit. Parce que je me disais, ah là, quand même. Et donc, ce que je faisais en général, c'est d'aller voir une version dans une autre langue pour voir si la même info était donnée, ou alors d'aller sur certains trucs dans le dictionnaire. Et parfois, il y avait effectivement des erreurs. Ça, c'est des réflexes qu'on perd parce qu'on considère que Internet c'est la vérité, mais on devrait continuer. Donc, j'ai dit qu'il y avait plein de choses dans votre question. Il y a effectivement aujourd'hui des IA qui chassent les IA. Donc il y a, non mais c'est quelque chose de très important. Ça existait depuis des années, ça existe sur la modération de contenu sur les forums. On entraîne des robots à essayer de détecter des contenus anormaux générés par des humains avec des images qu'on n'aimerait pas voir, du contenu haineux, etc., etc. Et donc en fait, on ne fait que augmenter les stratégies de ces IA pour essayer de détecter du contenu faux. Et puis moi je pense, mais pour l'instant on n'a pas de signaux forts là-dessus, mais je pense qu'on va voir émerger un deuxième Internet de confiance. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'ai de l'intuition que les sources de confiance vont redevenir quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, si j'ai besoin de savoir un truc, je tape sur Google, je prends le premier lien, et je mets en doute que si mon esprit critique me dit demain, je pense que j'irai sur je ne sais pas quel moteur de recherche, parce que je ne pense pas que Google survive, et je taperai mon truc, et je chercherai dans la liste des sites celui que je connais déjà, et où je sais qu'il y a des vrais gens qui vérifient le contenu derrière. Je pense qu'on va revenir, alors que ça va prendre du temps, mais on va revenir à un Internet de confiance probablement séparé de l'Internet des IA. Il faut que les IA permettent de retrouver des vrais gens. Oui, mais ça c'est la bonne nouvelle pour l'humanité. Oui, en fait, j'ai l'impression que le monde du commerce s'est emparé de l'intelligence artificielle et je trouve qu'il y a beaucoup de marketing. En fait, quand vous écoutez de la radio ou de la télé, les journalistes qui ne connaissent pas vraiment le sujet et ils invitent des responsables marketing. Ils ne connaissent pas vraiment le sujet non plus. Ils disent, regardez, j'ai fait ça, j'ai mis de l'intelligence artificielle. Alors, moi j'ai l'impression que maintenant, on doit appeler intelligence artificielle n'importe quel logiciel qu'on faisait avant. Exemple, l'autre jour, on donnait un exemple de... Il y a une voiture qui passe sur une route, qui photographie l'état de la route et qui après, c'est dire, voilà, il y a des trous là, il y a des trous là, et qui fait le plan de réparation de la route. Bon, moi je dis, alors peut-être je me trompe, qu'en fait la reconnaissance des images, ça existe depuis 40 ans, et qu'il y avait déjà des logiciels pour exploiter ça. Alors je pense qu'il y a beaucoup de faussetés qui sont dites sur l'intelligence artificielle, et j'ai l'impression que maintenant, n'importe quel logiciel qui sait faire mieux que papa-maman, on dit que c'est de l'intelligence artificielle, alors que ça ne l'est pas de mon point de vue. Non, mais alors, je suis 100% d'accord. Si vous saviez le nombre de gens... Moi, j'ai du mal à me dire que je suis experte en intelligence artificielle. J'ai fait une thèse sur le sujet. Et après, j'ai enseigné pendant 17 ans. Si vous saviez le nombre de gens qui sont experts en intelligence artificielle depuis 2022 parce qu'ils ont fait un prompt sur ChatGPT, allez sur LinkedIn, c'est fabuleux. Hein. Moi, je connais des milliers de personnes qui sont experts en IA, qui décrédibilisent complètement les gens comme moi, parce qu'ils ont une grande... Je suis filmé, ils ont une grande gueule, et ils l'ont sur les plateaux télé, et ils disent n'importe quoi, mais ils sont experts en IA. Bon. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a eu une période, 2017-2021, où pour financer un projet, il fallait dire qu'on faisait de la deep tech ou de l'IA pour obtenir du financement public. 80% des projets déposés étaient des projets d'informatique classique, avec un peu d'intelligence humaine en disant tiens, on va utiliser l'algo qui marche pour résoudre le problème qui marche. Et effectivement, ça a fonctionné. Et c'est pour ça que j'ai insisté au début sur le fait que le terme intelligence artificielle, il est très malléable, on met ce qu'on veut dedans. Dernier point, et celui-là qui est peut-être un petit peu plus grave pour la société, c'est qu'il y a aussi plein de gens, je ne sais pas qui mettait des caméras sur sa voiture pour détecter la qualité de la route, mais il y a aussi plein de gens qui vont avoir tendance à mettre de l'IA pour résoudre un problème. En consommant une quantité d'énergie phénoménale, un investissement phénoménal, parce qu'évidemment il faut entraîner la nouvelle IA pour ça, alors que c'est des problèmes qu'on sait résoudre avec des technologies friables depuis des années. Et ça, alors effectivement, on a un énorme problème de marketing, et si vous allez voir toutes les sociétés, les vraies sociétés qui font de l'intelligence artificielle pour les entreprises,
La plupart du temps, elles viennent, on leur dit oui, j'ai un problème, je voudrais faire de l'IA pour résoudre tel truc. Et ces sociétés-là vont vous dire que 9 fois sur 10, elles vendent une solution qui n'est pas de l'IA, mais le client est content. Parce qu'on peut résoudre avec un simple algorithme, un filtre passe-bas, une détection de contours. Au lieu d'utiliser une image couleur, on utilise une image de profondeur. Enfin, peu importe, il y a des millions de solutions qui existent déjà. Alors, la bonne nouvelle, c'est que du coup, comme l'IA c'est très attractif et qu'on a un gros besoin d'améliorer notre productivité en tant que société, industrie, les chefs d'entreprise ils viennent chercher des solutions innovantes. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a quand même un tas de charlatans qui leur vendent n'importe quoi. Mais heureusement, il y a aussi des très bonnes sociétés, aussi des gens, je peux vous recommander d'excellentes sociétés qui vendent la solution adaptée au problème. Et c'est là qu'on quand même, derrière cet esbrouf, il y a l'association de techniques avec des ordinateurs de puissance incroyable qui nous amène quand même un outil qui va transformer les choses. Ah oui, mais ça, alors, voilà, je ne veux pas dire que tout vendeur d'IA est un charlatan, hein, c'est pas ce que je dis, mais effectivement, il y a une puissance qui arrive. Il y a deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que pour résoudre les vrais problèmes de la vraie vie, typiquement détecter des trous dans la chaussée, on a des algorithmes qui fonctionnent très bien, qui sont très efficaces et très efficients. C'est pas la peine d'invoquer ChatGPT pour aller détecter des trous dans la rue. En revanche, ChatGPT et les IA génératives au sens large, que ce soit sur du texte, sur de la vidéo, amènent des changements qui sont difficiles à anticiper. Je vais juste, en 2 secondes, vous donner un exemple dans un domaine radicalement différent pour que vous compreniez ça. Aujourd'hui, dans l'industrie cinématographique, par exemple, il y a des acteurs qui s'inquiètent parce que lorsqu'ils sont alors c'est des seconds rôles ou parfois même des suppléments, ils ont une pige sur une série, ils y vont, et à la fin on leur dira attends, tu vas te mettre là devant le fond vert et je vais te filmer sous tous les angles, tu vas lever les bras, machin, puis après tu vas venir ces 5 phrases. En fait, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? On capture la donnée de l'acteur. Pourquoi? Parce que s'il y a une saison 2, on pourra le mettre dans la série, et on n'aura pas besoin de le payer, puisqu'on a son avatar. Et ça pose une question intéressante. Vous avez fait allusion à l'énergie qui était nécessaire pour cette... Comment on va résoudre le problème? C'est une bonne question, je ne sais pas. Ma réponse hypocrite, c'est peut-être pas hypocrite le bon terme, mais je ne devrais pas dire ça, surtout on va la couper là, la vidéo. Est-ce qu'on a vraiment envie de le résoudre, ce problème? Franchement, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire des séries avec des acteurs qui n'existent pas? Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire écrire des histoires de cyclistes qui se font bouffer par des ours par une IA générative? En fait, est-ce qu'on met notre énergie et notre intelligence dans les bons usages? Et ça, bon ok, vous pouvez ne pas couper la vidéo, mais ça en fait, et c'est pour ça que je répète autant de fois que possible le terme esprit critique, en fait ça c'est une décision de société. Et pour que la société puisse faire les bons choix, il faut qu'elle les fasse en connaissance de cause. Moi, ça m'arrive régulièrement d'expliquer à des gens qui me font des présentations de 50 slides avec des images ChatGPT et compagnie, Dali en l'occurrence pour les images, ça m'arrive régulièrement de leur dire, là tu vois, tu aurais pu aller 2 fois à New York en avion avec ta présentation. Comment ça? Je dis, t'as mesuré ton impact carbone? Comment on fait? Je dis, alors attends, bouge pas, là il y a un article, et 3-2, paf, alors là, 68 images. Ok, t'as fait combien de tests pour faire tes 68 images? Oh, je sais pas, ça ne me plaisait pas, je crois que j'ai passé 2 jours. Ok, paf, paf, 2 allers-retours par New York. Je suis pas en vacances cet été, ça va. Et je peux vous dire qu'il y a des gens qui changent d'avis en fait. Mais c'est local, parce qu'on n'est pas beaucoup à transmettre ce message. Il y a un choix de société très très fort. Maintenant, effectivement, il est j'ai vu sur Internet. Alors, est-ce que ça, justement, diminue pas l'esprit critique? Et est-ce que ça ne façonne pas une façon de penser? Complètement. Je suis. Je voudrais pas passer pour la rabelaise des autres, mais je suis intimement convaincu
la société consumériste, et je ne parle pas de consommation d'objets, mais de consommation de contenu qu'on développe depuis des années, avec YouTube, Instagram, machin, bidule, et puis ce côté très ennuyeux à mourir du stéréotype de c'est comme ça qu'il faut être, c'est comme ça qu'il faut penser, c'est comme ça qu'il faut faire, contribue à étriquer la vision des gens, et c'est terrible. Je me bats contre ça. Si je suis là, c'est parce que je me bats contre ça. C'est parce que, et si je vais dans les écoles voir des gamins, parce que je pense aussi un temps certain à aller parler d'intelligence artificielle et de robotique auprès des enfants, parce que c'est là que ça se joue, c'est pour me battre contre ça. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.